Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un événement très important au sein de notre réseau Canopé, opérateur de l'éducation nationale, opérateur de formation de l'éducation nationale, et ravis de pouvoir signer une convention de partenariat avec le laboratoire ID. Je passe la parole à Lou Eisenberg, chef de projet à ID, qui vous en dira davantage sur ce partenariat. Merci beaucoup Emeline, et je me joins à toi pour vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue dans le cadre de ce premier webinaire. On est vraiment très content de lancer ce partenariat avec Canopé aujourd'hui. Donc on signe une convention cadre qui va structurer un certain nombre d'activités communes qu'on va mettre en œuvre, dont ce cycle de webinaires qui vise effectivement, comme le disait Emeline, à diffuser les résultats de la recherche, mais aussi à les mettre vraiment en dialogue avec les acteurs du monde de l'éducation nationale pour vraiment pouvoir s'approprier les résultats qui sont produits, mais aussi comprendre un peu les coulisses en fait des expérimentations scientifiques en matière d'éducation et comment elles peuvent nourrir les prises de décision, mais la formation aussi professionnelle plus globalement. Donc ça va être un peu l'enjeu de l'ensemble du cycle de webinaires. Aujourd'hui, on va avoir le plaisir de discuter d'un sujet qui est très d'actualité, cultiver les compétences citoyennes chez les jeunes. Donc c'est un sujet effectivement à la fois en France et à l'international bien entendu qui fait particulièrement écho en ce moment. Et donc j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés justement pour cette table ronde un parterre d'intervenants, à commencer par Christelle Joanneau. Vous êtes inspectrice pédagogique régionale en histoire-géographie dans l'Académie de Versailles. Et on aura l'occasion de vous entendre effectivement à la fois sur votre implication dans la construction du programme qu'on va présenter, ACT. On vous en dira plus. Et on a également à nos côtés Lauriane Renaud, qui vous êtes professeure d'histoire-géographie à l'Académie de Nancy-Metz. Et vous avez été formatrice de formation continue et initiale, et vous avez notamment formé au programme ACT. Et vous nous en direz plus aussi sur votre expérience. Et enfin, Marc Gurgan, vous êtes le coordinateur scientifique du programme ID. Je vais en dire aussi quelques mots pour resituer. Et vous êtes le directeur scientifique du GEPAL Europe. Et vous allez nous présenter plus spécifiquement les résultats de l'évaluation d'impact que vous avez menée avec des co-auteurs du programme ACT. Et ça s'inscrit effectivement aussi dans une démarche qu'on promeut au sein du programme ID, qu'on porte avec Canopé dans le cadre de ce cycle de webinaires. Et donc le programme ID, c'est un investissement à long terme qui promeut la recherche expérimentale de ce type et qui vise à justement diffuser les résultats produits par ce type de recherche. Donc voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Emeline pour la modération de la table ronde et à nos intervenants pour échanger sur ce sujet passionnant. Merci beaucoup Lou. Alors justement, on va sans plus tarder repartir sur ce qu'est le programme de citoyenneté active. Et pour en parler, en fait, je me tourne vers Christelle Joanneau. Donc, à l'époque, quand le programme de citoyenneté active va prendre forme avec les chercheurs, dont Marc Gurgan, vous êtes chargée de mission à la DGESCO, en lien donc sur les sujets Erasmus+ et éducation à la citoyenneté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est fait cette rencontre avec les chercheurs et quel était l'objectif, ce qui vous a séduit dans ce projet ? Alors effectivement, à l'époque, j'étais chargée de mission à la DGESCO et j'avais en charge en fait le premier plan laïcité, valeurs de la République qui suivait les attentats. Et en fait, on voyait bien qu'un petit peu partout, il y avait vraiment un questionnement sur ce rapport à la démocratie, ce rapport à la citoyenneté qui se posait chez les jeunes. Ce questionnement, il existe bien évidemment toujours. Et donc, en fait, un appel à projet a été lancé dans le cadre des programmes Erasmus, un clé 3. Et la DGESCO, dans ce bouillonnement en fait, qui était en train de se passer, a souhaité y répondre. Et donc, c'est à cette occasion-là qu'on a pu rencontrer en fait, des chercheurs pour mettre en place un programme pour essayer de voir comment on pouvait développer les compétences civiques des élèves. Alors on était dans un contexte à la fois effectivement dramatique, d'attentats. Il y avait eu les attentats de 2015, de Charlie, du Bataclan. Il y avait aussi des attentats dans d'autres pays, mais pas seulement. En fait, la DGESCO travaillait aussi au niveau européen. On était représenté au Conseil de l'Europe. Et depuis plusieurs années, au Conseil de l'Europe, il y avait tout un travail qui avait été engagé sur la question de la culture de la démocratie.
Et quand on insiste en fait sur cette question de culture, parce que la démocratie, on peut avoir des institutions, on peut avoir des lois, mais ça ne suffit certainement pas pour avoir une culture de la démocratie. Et on commençait à s'interroger sur la manière d'engager en fait les jeunes dans des pratiques en fait qui soient réellement démocratiques. Alors on a eu une première rencontre. Moi j'ai candidaté pour pouvoir être dans le suivi de ce projet-là, avec mon anglais qui fait sourire beaucoup parce que c'était vraiment un niveau. Je m'attribue généreusement à 2 en fait en niveau que je ne dois pas avoir. Mais en tout cas, on a pu rencontrer les équipes de Marc, d'autres équipes. Et puis ce qui m'intéressait, c'était aussi d'aller travailler avec d'autres partenaires, et notamment des partenaires européens, ce qui nous permettait quand même de sortir de notre cadre à nous, qui est très centré sur la laïcité et les valeurs de la République, et de se dire que finalement, les valeurs démocratiques, elles peuvent être aussi travaillées dans un autre cadre. Alors au début, j'étais un petit peu réticente quand même, je le dis aujourd'hui à Marc, mais il le sait. Je me disais, mais une évaluation d'un projet, allons-y, on va faire un certain nombre de choses. Est-ce que vraiment on a besoin d'être évalué ? À la fin du programme, j'étais convaincue que c'était absolument nécessaire de travailler avec des chercheurs et d'évaluer ce qu'on était en train de faire pour pouvoir l'objectiver. Ça donne beaucoup de sens à notre travail. Ça nous permet aussi d'avancer et puis de faire du tri en fait dans ce qu'on est en train de faire, de se dire ça on le garde, ça on le garde pas, parce qu'en fait on a un regard qui est posé, qui est objectif, qui est quantitatif, qui est qualitatif, et ça nous permet beaucoup d'avancer. Donc voilà, ce cadre, il a été celui de la culture de la démocratie, qui est un cadre qui est très important. Le Conseil de l'Europe travaille, c'est sa mission, il travaille à la culture de la démocratie pour les jeunes, donc voilà, on est toujours dans une actualité aujourd'hui, et je suis très heureuse de pouvoir porter aujourd'hui la connaissance de ce projet, de ce programme-là. Et d'ailleurs, il me semble que ces compétences pour une culture de la démocratie sont reprises en partie dans l'introduction du nouveau programme de MC qui est en train d'être mis en place et déployé. Donc ça fait sens aussi et ça fait écho avec les pratiques qui vont se mettre en œuvre progressivement en classe. Monsieur Gurgan, à vous, je passe la parole justement pour nous en dire davantage sur le contexte, pourquoi vous avez choisi de vous lancer dans cette étude et quels étaient les objectifs initiaux de cette étude. Oui, merci. Je vais un peu reprendre ce que vient de dire Christelle. On est effectivement après les attentats de 2015 et donc les gouvernements européens signent ce qui est indiqué ici, une déclaration sur la promotion de l'éducation à la citoyenneté et aux valeurs communes de liberté, de tolérance et de non-discrimination. Et c'est un petit peu ce qui est le contexte politique qui a motivé, justifier la mise en place de ce programme à ce moment-là. Évidemment, ce contexte, on le connaît aussi, c'est toujours vrai et encore plus vrai aujourd'hui, c'est celui de l'extrémisme, de discours populistes, de polarisation très forte du discours politique, mais aussi de réduction en partie de la participation démocratique et du sentiment d'appartenance à la démocratie, un climat de méfiance envers la science, donc tout un contexte qu'on connaît et qui préoccupait beaucoup les gouvernements. Alors cette déclaration, au fond, met l'accent sur l'instrument qu'est l'école, notamment pour faire face à ces enjeux, à ces dangers, à ces menaces. Alors cet instrument qu'est l'école, il est passé traditionnellement par l'éducation civique, ce n'est pas complètement nouveau. Elle vise à promouvoir des vertus, des compétences civiques, de tolérance, de respect des autres, d'égalité, de participation démocratique, etc. On va être sur 3 pays dans cette expérimentation, l'Espagne, la France et la Grèce. Christelle le dira tout à l'heure, l'Angleterre a également participé, mais l'expérimentation elle-même a été menée dans ces 3 pays. Ces 3 pays qui ont en partage ce principe de l'éducation civique à l'école, alors décliné de façon différente dans les 3 pays, mais avec quand même une intention générale qui est vraiment commune. Donc ce n'est pas un objet très nouveau, mais peut-être qu'une des idées du projet, c'était que très classiquement, il est conçu comme un espace de transmission de savoir. Ici, l'intention était beaucoup plus
de mettre les élèves en action, d'avoir un programme qui soit davantage expérientiel pour chercher à aller plus loin dans cette démarche liée à l'éducation civique. Et donc ce projet a été proposé au programme Erasmus+, qui donc l'a financé et l'a soutenu sur sa période de mise en œuvre. Alors pourquoi un travail scientifique sur le projet? C'est-à-dire il y a un intérêt pour la politique publique à évaluer les programmes, mais il y a aussi le placement dans une littérature de recherche avec des choses qu'on sait et des choses qu'on ne sait pas. Alors c'est un discours très ancien, celui selon lequel l'école en tant que telle est capable de construire de la citoyenneté. Il n'y a pas énormément de littérature très rigoureuse pour démontrer ce fait, c'est-à-dire montrer que de façon causale, les enfants qui sont davantage exposés à l'éducation, par exemple qui vont à l'école plus longtemps, ont en raison de ça un comportement civique différent. Il y a un petit peu de littérature qui démontre ça, mais ça reste relativement débattu. Et puis, il y a l'autre point de vue, c'est l'éducation à la citoyenneté. C'est-à-dire pas l'école en tant que telle va produire des compétences de citoyenneté, mais l'école, à travers l'éducation civique notamment, va spécifiquement forger ces compétences. Alors là, il y a beaucoup de littérature de recherche là-dessus. Est-ce que effectivement cette éducation civique, elle change quelque chose ? Ou est-ce que, en vrai, c'est très sympathique, mais si on essaye de mesurer des choses sur les élèves plus tard, on s'aperçoit qu'elle n'a pas changé grand-chose. Alors, il y a de la littérature, il y a des revues de littérature qui disent essentiellement tout ce qui est de l'ordre de la transmission des savoirs, ça n'a absolument aucun effet. On n'est pas capable d'observer des différences entre des élèves qui auraient été exposés à un programme où essentiellement on transmet des savoirs, dans des contextes où tous les élèves n'y sont pas exposés, par exemple, avec des élèves qui n'ont pas été exposés à un programme comme ça. Donc ça semble être pas une très bonne idée, pas très intéressant de transmettre des savoirs sur le civisme. Il y a quelques projets, pas tellement dans la littérature, qui font des choses ressemblant un peu à ce qu'on va faire dans ACT, c'est-à-dire mettre les jeunes en action. Et ces projets, ils semblent indiquer que là, on commence à avoir des effets qui sont visibles, démontrables dans des données avec un appareil expérimental précis. Mais il n'y a quand même, à la fin, pas beaucoup de littérature probante. C'est-à-dire que sur ça, on ne sait pas énormément de choses. Et je pense que c'est vraiment important, d'un point de vue scientifique, de se situer dans ce contexte. Et peut-être vous êtes un peu surpris d'entendre ce que je vous dis. Oh, mais c'est très sympathique, mais en fait, soit on ne sait pas vraiment, soit on trouve qu'il ne se passe pas grand-chose. Malheureusement, c'est ce qui arrive parfois quand on fait de l'évaluation des politiques publiques, et je pense que c'est une bonne raison pour en faire. Du coup, là, on est sur un projet et une étude en fait, qui finalement est une des très rares études qui va arriver à démontrer vraiment de façon causale que exposer les jeunes à un certain programme a des effets mesurables, objectivables, clairement visibles sur des élèves qui n'auraient pas été observés si ces élèves n'avaient pas participé au programme. Et donc c'est aussi un des résultats qui sont très en faveur de cette façon d'envisager l'éducation civique. Alors justement, on va revenir sur ce programme et sur le protocole. Comment ça s'est passé? Quelle a été la mise en œuvre de ce programme? Donc, Christelle va dans un instant décrire le programme plus précisément. Il va y avoir de la formation des enseignants dans un premier temps, il va y avoir de la mise en œuvre auprès des élèves dans un deuxième temps. Ce que je dis en préalable à ce que va nous expliquer Christelle, donc on a fait un pilote dans un tout petit nombre d'établissements dans l'année 2017-2018. Et puis en 2018-2019, on a fait ce qu'on appelle l'expérimentation à l'échelle. Ça veut dire que dans les 3 pays, on a recruté 217 collèges, pas dans chacun des pays en tout, qui étaient prêts à participer à l'expérimentation. Ça représente environ un peu plus de 300 enseignants qui étaient prêts à participer au programme. Et donc 6000 élèves, on est sur la 4e et la 3e. Alors ça dépend un petit peu des pays, mais c'est en gros ça. Et ensuite, ce qu'on fait, nous, chercheurs, c'est d'une part, on tire au sort la moitié de ces collèges qui vont mettre en œuvre le programme, et l'autre moitié ne met pas en œuvre le programme et elle constitue un échantillon témoin, donc un point de comparaison pour porter des jugements sur les effets du programme. Ça, c'est le premier ingrédient. Et le deuxième ingrédient très important, c'est qu'on fait des enquêtes
on mesure des choses, on fait des enquêtes auprès des élèves, donc on a enquêté les 6000 élèves dans tous les pays avec le même questionnaire, pas dans la même langue, mais le même questionnaire. Et puis en France, parce qu'en France on est très très bon pour ça, on a aussi collecté des données administratives sur le comportement des élèves et sur les notes des élèves, et j'y reviendrai dans un instant. La première étape, c'est la formation des enseignants. Donc il y avait 2 jours de formation, donc là on va revenir sur le contenu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette formation? Qu'est-ce qui était innovant? Quel protocole a été mis en place à ce moment-là? Alors, comme on est parti de l'hypothèse, comme l'a rappelé Marc, l'idée c'était, on avait tout ce travail-là avec les chercheurs qui nous montraient bien que la transmission de savoir, effectivement, n'est certainement pas suffisante pour pouvoir développer des compétences socio-civiques. Donc l'idée c'était qu'on posait comme hypothèse de départ que si les élèves, on les engage dans un projet citoyen, ils vont développer des compétences civiques. Mais, il y a un mais. Parce que des projets, en fait, les enseignants, ils en font plein. Ils sont tout le temps en train de faire des projets. Voilà, vous allez dans n'importe quel établissement, les professeurs mènent des projets, font participer leurs élèves à des concours. Il y a une ouverture générale des établissements. Mais quand on regarde de près, est-ce que vraiment les élèves y font? Et c'est la question qu'on s'est posée. Et on s'est rendu compte qu'en fait, non, les élèves ne font pas tout à fait. C'est le professeur qui pilote, c'est le professeur qui élabore le projet, c'est lui qui le choisit, c'est lui qui va le mener à son terme, c'est lui qui va aller chercher les financements s'il y en a besoin, c'est lui qui va proposer en fait la valorisation et le compte-rendu. La place de l'élève, elle n'est pas vraiment réfléchie, on dit voilà, l'élève y fait, mais souvent l'élève il est un exécutant en fait dans ce type de projet. Donc on a posé ça comme préalable à la discussion du programme de formation. Alors ça a des conséquences de partir de ça, parce que si on dit, ben voilà, on va essayer de voir à ce que ce soit vraiment l'élève qui élabore, qui construise, qui réfléchisse et qui pense, ça induit forcément que le professeur, il ne va pas être le pilote. Ce n'est pas celui qui va être dans la posture de contrôle. Et là, tout de suite, on s'est dit, oh, il faut absolument qu'on les forme, parce que là, ce n'est pas du tout une posture habituelle. Le professeur, il est maître de la classe, hein, il est celui qui fait un certain nombre de choses dans la classe. Il met en œuvre les programmes, etc. Et donc là, ça induit qu'on le fasse changer de posture. Là, on a eu une rencontre assez intéressante avec nos amis anglais, voilà, qui avaient déjà beaucoup réfléchi, qui avaient des méthodes de formation qui étaient sans doute voilà, très innovantes pour l'époque. Et surtout, ces méthodes de formation, de l'innovation en formation, on en a tout le temps. On fait des tas de choses qui sont... voilà, la formation aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était peut-être il y a 30 ou 40 ans. On met beaucoup les gens en action, en posture de travail. Mais là, on était sur quelque chose d'innovant parce qu'on avait une forme qui se mettait au service du fond. Et ça, c'était assez nouveau. Donc, on a conçu un programme de 2 jours. Pourquoi 2 jours? Parce qu'en fait, ça nécessitait de faire changer la posture de l'enseignant. Et ça, c'est un vrai défi, en fait, hein, d'arriver à faire bouger les gens comme ça. Ce n'est pas si simple que ça. Donc, on a conçu 2 journées. La première journée avait pour objectif de montrer aux enseignants que quand ils s'impliquent dans des projets citoyens, en tout cas dans la transmission de l'éducation à la citoyenneté, il faut qu'ils comprennent qu'eux-mêmes, en fait, sont partie prenante. Pas seulement en termes de compétences professionnelles, c'est-à-dire que ce n'est pas que des compétences professionnelles liées à l'enseignement qui vont se jouer, mais c'est aussi parce qu'eux-mêmes sont des citoyens investis et qui comprennent l'importance de l'éducation à la citoyenneté pour faire vivre les valeurs démocratiques, qu'ils vont pouvoir s'engager dans ce processus-là. Et puis la deuxième journée est davantage positionnée sur effectivement des compétences professionnelles, puisqu'il s'agit de montrer aux enseignants comment ils vont pouvoir mettre en place un protocole avec leurs élèves. Donc on est parti de ces hypothèses-là et on a construit tout un cheminement voilà, pendant 2 journées, qui nécessitait quand même que dès l'arrivée, quand on arrive, les professeurs sont arrivés, on leur a dit tout de suite, hein, la première chose que je leur disais, bon, il faut que vous soyez ouverts là, on ne va pas faire des trucs comme d'habitude. Alors d'autant plus que, voilà, je reviens avec mon niveau d'anglais, mais moi je l'avais vécu puisque en fait j'étais allée à Londres et j'avais discuté avec les formateurs du British Council et j'avais fait des éléments de formation en anglais. Et ce qui était très intéressant, c'est que même avec mon niveau d'anglais, en fait, je voyais bien quels étaient les enjeux dans les activités qui étaient proposées. Et donc c'est ce qu'on a proposé. Donc la première chose qu'on disait aux enseignants, c'est soyez ouverts, on va tous faire un pas de côté. Et donc ça va, voilà, vous allez bouger. Et après, on engageait un certain nombre d'activités. Alors, dans les sources en fait, de ce protocole, il y a effectivement tout ce que nos amis anglais nous ont apporté, hein, à partir d'un document qu'eux-mêmes avaient conçu pour le British Council. Et puis un second document qui est en fait un document issu du Conseil de l'Europe qui est face à la controverse, enseigner les sujets de controverse, où on a pris un certain nombre d'activités et on a reconstruit le cheminement pour faire ces 2 journées.
Justement, là, on a à l'écran des exemples d'activités qui ont été mises en place. On a parlé avec Lauriane qui a participé justement à ce programme. Est-ce que vous voulez nous en dire 2 mots? J'ai d'abord envie d'attirer votre regard sur les ballons en classe ou dans une salle de formation. C'est assez peu commun. Quand on est formé, puis quand on est formateur et même quand on est élève, je pense qu'on s'interroge. Donc c'est une activité qui demande d'abord de la coopération parce qu'on nous donne un ballon, un gobelet, du scotch et on nous demande de faire une montgolfière. Donc ça demande de la coopération et en même temps, j'ai envie de dire, ça donne tout de suite une touche de bonne humeur parce qu'en même temps c'est rigolo, il faut gonfler le ballon, il faut l'accrocher, il faut s'aider, il faut quelqu'un qui donne le scotch, etc. Et puis là on est vraiment dans un jeu où on nous dit qu'il faut faire un pas de côté, il faut se laisser porter. En fait vraiment c'est ça, laissez-vous porter par l'histoire. Je ne vais peut-être pas dévoiler l'histoire d'ailleurs. Ce serait dommage de la dévoiler. Mais l'idée, c'est qu'il faut discuter, il faut se mettre d'accord pour ensuite aboutir au résultat. Et on est à la fois dans le lâcher prise et en même temps, quand on reprend les postures de Dominique Bucheton, dans la posture du magicien, parce qu'il va se passer quelque chose en fait une fois qu'on est arrivé au bout de l'activité. Et c'est un moment important, la montgolfière, où il se noue quelque chose dans la formation ou avec les élèves quand on le fait. En fait, l'idée, si je comprends bien, c'est dans la formation d'avoir des pratiques collaboratives qu'on va ensuite pouvoir transférer en classe dans un deuxième temps. Alors, il y a les 2 choses, à la fois dans la formation, c'est de montrer l'intérêt de travailler les uns avec les autres et de prendre de chacun dès l'entrée, puisque le premier exercice de la formation, c'est de se donner un cadre, en fait, qui va être celui qu'on va utiliser pendant les 2 jours de formation. Donc, un cadre qui est négocié, ce sont des règles, en fait, qu'on verra plus tard, qui sont négociées et qui sont forcément rédigées de manière positive. Donc, il faut qu'il y ait de la collaboration parce qu'il faut que tout le monde soit entendu et, en fait, ce cadre-là, il va fonctionner pendant 2 jours. Et toutes les activités sont pensées de cette manière-là. Voilà, les ballons, on peut se dire, oh oui, c'est une petite activité. Sauf qu'on a eu un long échange, par exemple, avec nos collègues espagnols qui disaient, oui, mais c'est compliqué, des verres, des ballons, ça nécessite du matériel, on n'a qu'à le faire sur un papier. Et moi, j'ai vraiment milité pour dire, non, on garde l'activité comme celle-ci parce qu'il faut, comme on doit chercher à faire bouger la posture, il faut que quelque chose lâche, en fait, dans cette formation-là au départ, pour emmener les gens sur qu'est-ce que c'est que transmettre qu'est-ce que c'est qu'éduquer à la citoyenneté. C'est quoi l'enjeu qu'il y a derrière et qu'on se mette tous d'accord. Donc il faut qu'on ait des enseignants qui lâchent complètement prise et le fait de ne pas arriver à gonfler le ballon, voilà, c'est des petites choses, mais en fait, pour vous dire les choses, c'est de très bonne humeur, ça rigole, voilà, on échange, il y a des ballons qui éclatent. Ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas du tout parce que ça crée quelque chose, en fait. Ça permet de faire tomber un certain nombre de postures. Voilà, on va dans une formation, c'est quelque chose qui est piloté par la DGESCO, il y a des chercheurs qui nous regardent, donc on est un petit peu, voilà, on se dit qu'est-ce que c'est. Et puis là, en fait, on va lâcher tout ça. Et toutes les activités sont pensées de cette manière-là. En fait, la première consigne aussi qu'on leur donne, c'est vous ne prendrez pas de notes. Ce n'est pas la peine de sortir vos ordinateurs. Vous n'allez pas prendre de notes pendant 2 jours, en fait, dans la réalité. On va faire des choses ensemble, vous allez vivre. Et le principe, c'est aussi que ces activités-là, les enseignants les vivent et on va les retrouver le lendemain dans le protocole qui est proposé aux élèves. Eux l'auront vécu et seront plus à même de comprendre ce qui va se passer quand ils vont le faire, en fait, avec leurs élèves. Et donc, c'est ça aussi qui se joue dans ce type d'activité avec les professeurs, qui à chaque fois sont suivis, il y a l'activité elle-même et ensuite elle est suivie en fait d'un apport scientifique sur les ballons. Alors on ne vous le dévoile pas parce que ce serait dommage de le dévoiler, il faut le vivre en fait pour comprendre, mais il y a ce moment magique de la fin et après on retourne en fait sur de la littérature scientifique et on utilise des modèles sur la citoyenneté, sur la question du statut, la question de la pratique, la question des droits. On renoue quand même avec des choses qui sont aussi scientifiquement posées, qui nécessitent d'avoir un peu de lecture comme imposée. Ce n'est pas que des activités. Il y a un moment quand même de mise en abîme sur autre chose. Alors, donc ça, c'est le côté formation. Et ensuite, ces projets ACT, on va essayer de les implémenter dans les classes, en fait. Donc, avec là aussi un protocole. Donc, est-ce que vous voulez nous en dire plus, peut-être Lauriane, pour commencer ?
Oui, tout d'abord, il y a 3 thèmes qui sont proposés. Lutte contre les discriminations, l'inclusion, la diversité culturelle. Oui. Donc on avait des petites vidéos qui nous étaient proposées à soumettre aux élèves. Et ensuite les élèves, par groupe, et là ce sont des groupes, c'est écrit assignation aléatoire, pas par affinité, c'est important pour que vraiment des élèves s'ouvrent aux autres. Donc il y a plusieurs possibilités, soit par ordre alphabétique, soit par date de naissance. Je ne sais plus exactement comment on avait procédé dans ma classe. Et ils vont ensemble réfléchir à une proposition en lien avec la thématique diversité, inclusion ou lutte contre les discriminations. Puis ils vont proposer à l'ensemble de la classe. Il y a tout un système de vote. Le groupe n'a pas le droit déjà de voter pour lui-même. Une fois qu'un projet l'a emporté, il devient le projet de la classe et il pourrait être enrichi par les propositions des autres. Ça, c'est la première grosse étape pour pouvoir lancer le projet. Et si on peut compléter, l'idée là, c'est aussi on revient bien à la question de l'état de droit avec les élèves, parce que ce qu'on discute là, c'est le fait que dans une démocratie, on accepte en fait que le conflit se résolve par la discussion. On va accepter aussi que c'est la règle de la majorité. C'est tout ça qui va se jouer en fait dans ce travail-là avec les élèves. Et moi, j'ai pu assister. Je suis allée visiter puisqu'on l'avait fait dans plusieurs académies en France. Et moi, je suis allée voir en fait. Je suis allée regarder. C'était très intéressant en fait ces débats que les élèves avaient. Et en plus, on peut travailler plein de choses, c'est-à-dire qu'on a vu… Alors les élèves, leur demander de faire un projet citoyen, ce n'est pas si évident que ça. Et très vite, on va vers des projets qui sont des projets de type on va organiser une collecte. Voilà. Ils sont beaucoup dans ça, en fait, les élèves. Et donc, nous, le professeur, il n'est pas absent. Quand on dit qu'il doit changer de posture, qu'il fait un pas de côté, le professeur, ce n'est pas lui qui pilote, ce n'est pas lui qui va choisir. Peut-être que les élèves vont choisir un projet qui n'était pas du tout celui qui était le coup de cœur du professeur. Mais en tout cas, il a quand même un rôle de régulateur. Et moi, je me souviens que dans une classe, j'étais allée et les gamins, finalement, avaient changé au dernier moment leur projet. Ils avaient voté pour un projet qui était de faire une collecte pour une enfant qui était malade, qui habitait dans la ville. Et on voyait bien que ce qui se jouait là, c'est que si les élèves avaient choisi ça, c'est parce qu'en fait, on était sur la question de l'émotion. Et donc, en fait, le professeur était très embêté. Et en fait, on a quand même retravaillé avec les élèves sur s'ils le votent, s'ils le choisissent, c'est leur projet. Nous, on ne remettra pas en cause. Mais il faut qu'ils aient bien conscience que c'est jouer une question d'émotion par rapport aux autres projets qu'ils avaient choisis auparavant. Donc, on travaillait de cette manière-là avec eux. Et la gageure, c'était aussi que, voilà, c'est des élèves. Ils ont 13, ils ont 14 ans. Donc, des fois, ils ne sont pas contents parce que ce n'est pas leur projet qui a été choisi. Et donc, de réfléchir, il fallait que les élèves entre eux réfléchissent à comment je réengage mes camarades. Quelle place je vais leur donner dans le projet pour que ce soit aussi leur projet à la fin. Donc il y avait tout ça qui se mettait en jeu et beaucoup de débats. On a formé aussi les enseignants à organiser des débats avec leurs élèves, à le réfléchir avant, à le réfléchir après. Donc il y avait tout un protocole aussi de formation là-dessus. Et pour terminer, vous nous avez aussi dit que vous nous avez amené des dessins, vous avez dit que c'était très important. Alors cette activité, c'est l'activité de la fin de la première journée, donc elle est intéressante et elle montre bien en quoi ce projet-là, il engage les professeurs aussi comme citoyens. Il y a une activité de fin de projet, alors c'est rien d'original, on demande aux élèves de dessiner le monde tel, enfin là on le demande aux professeurs, tel qu'ils le verraient en 2050. Voilà. Et donc, ça donne ça à peu près. Donc, il me semble que voilà, il y a des projets à la fois, des dessins à la fois de professeurs et à la fois des dessins d'élèves. Donc, ils se mettent par 4-5 et puis ils dessinent. Donc là encore, il faut négocier. Puisque à chaque fois qu'on fait une activité, on dit ensuite aux enseignants « Qu'est-ce que vous avez dû faire là, pour le faire, ce dessin-là » Moi, je me souviens d'ailleurs, dans une académie, je fais l'activité et il y a un groupe qui ne le fait pas. Ils n'arrivent pas à faire le dessin parce qu'en fait, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un enjeu que moi, je ne vois pas sur le moment. Et ils n'ont pas réussi à produire de dessin. Donc, ils se sont dit, on ne présente rien. Je dis, si, vous allez aller et puis vous allez nous expliquer pourquoi vous n'êtes pas mis d'accord. En tout cas, sur ces dessins-là, on retrouve toujours à peu près les mêmes choses, les questions de préoccupation, qui sont l'écologie, qui sont la technologie, qui sont la guerre, qui sont l'individualisme. Tout ça apparaît régulièrement sur tous les projets. Et ce que nous, on a pu constater à l'échelle en fait, européenne avec les autres pays, c'est que les dessins des élèves sont généralement beaucoup plus pessimistes que ceux des enseignants, que ceux des adultes. Et l'activité, elle est intéressante parce qu'à la fin de la première journée, on dit aux enseignants, voilà, les élèves, ils font à peu près les mêmes dessins que vous.
Si ça, c'est le monde dans lequel on va vivre en 2050, là, c'est demain. De quoi ils ont besoin, vos élèves, pour pouvoir vivre dans ce monde-là? Et là, vous les refaites basculer dans la posture professionnelle. C'est-à-dire que moi, enseignant, si c'est ça le monde qui advient, qu'est-ce que je dois faire chaque jour dans mon enseignement pour les aider à? Voilà. Et donc, on a cette bascule qui se fait entre citoyens et professeurs et qui fonctionne très bien. C'est une activité, mais c'est pareil. Si vous la faites décorrélée du reste, ça ne fonctionne pas. C'est juste parce que là, elle arrive en fin de journée et qu'elle permet de travailler ensuite sur les compétences des élèves qu'on doit développer. Alors justement, on en arrive, on a parlé du protocole, donc de toutes ces phases du protocole. Maintenant, on va s'intéresser aux résultats qui ont été obtenus par cette étude. Donc déjà, on va revenir avec vous sur la manière dont a été évaluée cette étude et puis sur les résultats obtenus et leurs implications concrètes. Merci. Donc un petit mot sur la méthode, parce que la méthode, c'est un peu casse-pied, mais c'est important dans une démarche scientifique, et donc c'est même en général ce qui fait la différence entre un discours scientifique et puis une affirmation d'efficacité dont les fondements sont moins clairs. Donc vraiment la démarche expérimentale qu'on a menée ici, qui est standard en sciences de l'éducation, typiquement, hein, en économie de l'éducation, dans toutes ces disciplines. Vous avez une population d'écoles, de collèges ici, hein, qui correspondent à votre cible. Alors ici, la cible, elle n'était pas particulière. On ne cherchait pas à être plutôt sur des collèges défavorisés, favorisés. Et dans tous les pays, c'était pareil. L'idée était vraiment d'avoir un spectre large. Donc la population cible, ici, dans ce cas-là, c'est en fait la population des collèges. Et puis, vous trouvez des collèges qui sont prêts à participer à cette expérimentation. Il y a un certain nombre de contraintes dans cette affaire. Il y a celle de s'engager dans ce que tu viens de décrire, et puis il y a celle de s'engager dans le protocole expérimental que je suis en train de décrire aussi. Et donc tout ça. Donc on a un sous-ensemble de collèges, qui ne sont pas forcément totalement représentatifs de la population initiale. Donc ça, il faut juste le savoir, le comprendre, l'admettre. Dans beaucoup de cas, on ne peut pas tellement faire autrement, mais on avance quand même. Et puis quand on a cette population expérimentale qui ici est une population de collèges, comme j'ai dit tout à l'heure, on tire au sort la moitié des collèges qui le font, la moitié des collèges qui ne le font pas. Et donc on a ce qu'on appelle un groupe de contrôle, c'est-à-dire que c'est les collèges, leurs enseignants et leurs élèves qui ne mettent pas en œuvre le programme, donc qui représentent ce qui se passe quand on ne met pas en œuvre le programme, point de référence. Et puis on a le groupe qu'on appelle de traitement, c'est ceux qui mettent en œuvre le programme, donc qui vont à la formation, et puis qui ensuite, on l'espère, ça s'est passé dans 98% des cas, font le travail envisagé avec leurs élèves, et c'est là qu'il peut se passer quelque chose. Mais savoir s'il se passe quelque chose, on ne peut le déterminer qu'en faisant une comparaison avec un groupe de contrôle. Parce que sinon, on mesure un certain niveau d'engagement citoyen, etc. Qu'est-ce qu'il est? Et puis on ne peut rien en penser. On ne sait pas ce qu'il aurait été si le programme n'avait pas été mis en œuvre. Et c'est ça l'information que vous apporte le groupe de contrôle. Le deuxième ingrédient qui est très très important, c'est vraiment les deux pieds de l'expérimentation, c'est la mesure. C'est-à-dire avoir des concepts qui sont bien définis, dont tout le monde est d'accord qu'ils sont importants pour juger de la réussite ou non du programme, que c'est des directions dans lesquelles on avait envie de produire du changement. Et on a ces concepts, on a des instruments pour mesurer ces concepts. Ici, ça va être des questionnaires soumis aux élèves. Et il y a un certain nombre de dimensions. Donc on a une dimension d'attitude civique qui essaye de capturer l'altruisme, la tolérance, le soutien pour l'égalité. On a une dimension qu'on appelle de participation démocratique, qui capture un certain nombre de concepts qui sont le sentiment d'auto-efficacité politique. On a essayé de mesurer l'intérêt pour la participation politique, et on a aussi utilisé d'ailleurs la participation à la grève étudiante pour le climat qui a eu lieu à ce moment-là comme une espèce d'indice un peu objectivé d'engagement citoyen. Et puis on a aussi mesuré en début et en fin d'année les réseaux d'amitié entre élèves. Donc qui sont vos amis au début de l'année dans la classe? Qui sont vos amis à la fin de l'année? On regarde si ce truc-là bouge. On a interrogé les enseignants sur un certain nombre d'aspects de leur pratique, notamment dans le groupe test, la mise en œuvre du dispositif, les projets, quels projets, etc. Et puis, de façon générale, un certain nombre de choses importantes sur les enseignants. Et puis, comme je le disais, en France, on va avoir des données sur l'absentéisme, les retards, les sanctions disciplinaires, tout ce qui est dans Pronote, en fait, hein, et qu'on peut capturer pour mesurer des aspects de comportement, et puis les notes des élèves données par leurs enseignants. Donc, tout ça, ça fait un ensemble de choses qui sont mesurées donc partout, dans le test, dans le témoin, dans tous les pays, selon exactement le même protocole, sauf pour les données strictement françaises. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On compare.
ces mesures-là dans les établissements tests et témoins. Et ça nous apprend quelque chose sur qu'est-ce qui a changé quand on a mis en œuvre le programme, qu'aurait pas changé si on ne l'avait pas mis en œuvre. Alors, les résultats, ils sont vraiment impressionnants pour nous. Comme je disais tout à l'heure, on ne trouve pas toujours des effets des interventions qui sont mises en œuvre et les ordres de grandeur qu'on a ici sont quand même assez importants. Donc ici, vous avez les deux scores d'attitude civique et puis de participation démocratique. Alors l'unité est un peu compliquée à interpréter, c'est des écarts types de scores, donc ce score est normalisé, d'accord, à quelque chose qui vaut 1. Et ce que vous avez en vert ou en rouge, c'est l'effet, et puis la petite barre, c'est l'intervalle de confiance. C'est-à-dire, comme on fait de la statistique derrière ça, mais le vrai effet, on pense qu'il a beaucoup de chances d'être dans cet intervalle. Donc ce qu'on mesure, c'est le haut de la barre, et puis l'incertitude statistique autour de ce qu'on mesure, elle est exprimée par cet intervalle. Donc vous voyez qu'on dans les deux indices qu'on a, dans tous les pays, on observe, enfin ça c'est l'agrégation des 3 pays, on observe vraiment un changement dans les attitudes civiques et dans la participation démocratique, avec un intervalle de confiance qui est assez large, c'est quand même souvent le cas, mais qui est au-dessus de 0. C'est-à-dire on est sûr qu'il se passe vraiment quelque chose. On a un peu une incertitude sur la taille de l'effet, mais il s'est vraiment passé quelque chose. Et la chose qui nous a assez étonné, qu'elle n'est pas complètement de soi, c'est qu'en fait ces effets, ça va varier un peu, mais vous allez les retrouver dans les 3 pays. Dans chacun des 3 pays, si vous faites l'analyse par pays, vous allez retrouver ces effets. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est un peu universel. C'est des pays qui n'ont pas quand même exactement les mêmes systèmes scolaires, donc on est bon, alors ils ne sont pas non plus très différents, mais il y a une certaine variété. Mais ce qui a été mis en œuvre, en fait, un peu partout, ça sert à quelque chose, ça produit ce que ça a envie de produire, et ça c'est vraiment un résultat intéressant, parce qu'on se dit que même si peut-être que les collèges qu'on a sélectionnés sont un peu atypiques, etc., si vraiment c'était très particulier, très spécifique, on ne le retrouverait sans doute pas dans tous les pays. Donc il y a très probablement une certaine universalité de ce qu'on a fait. Et quand on regarde les données françaises, donc administratives, les extractions de pronotes qu'on a menées, on trouve aussi des effets très nets sur un certain nombre d'indices de comportement, l'absentéisme, le fait d'avoir reçu une sanction, etc. Alors là, je vous montre un indice, on peut regarder ces dimensions séparément et on voit plein de choses, mais si on agrège un peu tout ça dans un indice unique pour avoir un coup d'œil un peu direct, on voit aussi des effets tout à fait nets, et on a aussi des effets sur les notes. On a des effets sur les notes qui viennent beaucoup des notes d'histoire géo et qui viennent beaucoup des notes de sport. Et quand on regarde les instructions en sport, en fait, un des objectifs explicites dans les programmes des heures de sport, c'est le comportement citoyen. C'est quelque chose que les enseignants de PS doivent atteindre. Donc c'est plutôt bon signe qu'il se passe des choses en sport, c'est très rassurant, un peu inattendu dans un premier temps, on s'est dit tiens mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis assez rapidement on a compris que ça avait énormément de sens. Et puis la dernière chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'on voit bouger les interactions sociales entre les élèves. On demande aux élèves de travailler ensemble. Il y a les petits groupes au début où on les met aléatoirement pour qu'ils parlent peut-être à quelqu'un avec qui d'habitude ils ne parlent pas. Et bien tout ça, ça a l'air d'avoir des effets. Donc on voit que les garçons et les filles sont un peu plus amis en fin d'année dans le groupe expérimental qu'en fin d'année dans le groupe de contrôle par rapport au début de l'année. On voit aussi qu'en termes d'origine sociale, il y a aussi un peu plus de mixité qui se produit. Dans mon souvenir, le nombre d'amis n'augmente pas considérablement, mais la structure des amitiés, et il y a plus ce qu'on appelle d'hétérophilie à l'issue du programme. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose de très frappant, c'est pas du tout gagné d'avance. Et puis, c'est pas simple à mesurer. Et là, on le mesure quand même de façon assez précise. Et puis, 2 dernières choses qui sont vraiment importantes. Sur qui les effets sont le plus forts? Alors, ils sont un peu plus forts sur les élèves chez lesquels, en début d'année, donc avant que le programme ait lieu, on mesure des attitudes civiques un peu plus positives. Donc, en quelque sorte, peut-être les élèves pour qui ce serait le moins utile, en un certain sens. Donc effectivement, ça marche mieux avec ces élèves-là.
c'est pas le truc le plus, c'est pas comment dire l'hétérogénéité la plus spectaculaire, mais elle est présente. L'hétérogénéité la plus spectaculaire, elle tient à l'identité des enseignants qui ont mis en œuvre le programme. Alors on a demandé aux enseignants l'année dernière, donc il ne faut vraiment pas que ça ait lieu pendant l'année, on a demandé aux enseignants l'année dernière, est-ce que vous avez participé à un certain nombre d'instances de l'établissement? Donc une mesure de leur engagement démocratique à eux dans l'établissement. Eh bien, l'essentiel de l'effet, en fait, il vient des enseignants qui nous disent « moi, je participe à des instances dans l'établissement ». Il y en a qui ne participent pas du tout. Eh bien, quand ce sont ces enseignants-là qui ont mis en œuvre ACT, on ne voit pas beaucoup d'effets sur les élèves. Quand ce sont les enseignants engagés dans l'établissement qui ont mis en œuvre ACT, on voit des effets sur les élèves. En fait, l'essentiel des effets moyens que je vous ai montrés, ils sont tirés par ces enseignants-là. Donc il y a une forte hétérogénéité des effets en fonction de un peu la caractéristique initiale, mais sans doute l'engagement des enseignants, de façon générale. Et peut-être préciser que ce qu'on arrive à expliquer aux enseignants dans la formation, c'est que peu importe si le projet il n'aboutit pas. Alors ça, c'est difficile de se dire qu'on va engager les élèves dans quelque chose, et puis si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le processus. C'est ce qui va se passer pendant la construction du projet, pendant son élaboration. C'est là que les élèves y développent des compétences. Alors, c'est certain, pour tout le monde, c'est mieux si on aboutit. C'est mieux si le projet va à son terme. Mais on a aussi vu des élèves qui étaient, parce qu'on les a fait parler, on les a interrogés aussi, on a vu aussi des élèves, en fait, peu importe, ça n'avait pas abouti, c'était pas tout à fait, ils avaient dû revoir un petit peu à la baisse, bon, peu importe, en fait, ils s'étaient vraiment engagés dans quelque chose. Là où je te rejoins, c'est que globalement, en fait, on sait très bien que l'engagement, en fait, si vous avez des enseignants qui sont convaincus que, en fait, l'école a un rôle à jouer dans la promotion des valeurs démocratiques, ils vont eux aussi davantage s'engager, ça c'est certain. Donc ce qu'on essaye de faire dans ce programme de formation, c'est aussi d'aller chercher des enseignants qui ne vont pas forcément s'engager de manière aussi forte. Voilà, ça bouge un petit peu, mais on le voit nous-mêmes dans la formation, tout le monde n'est pas engagé au même niveau pendant les 2 journées. Et ce que vous avez dit aussi, c'est qu'il n'y avait pas seulement que des enseignants d'histoire-géographie. Ah non. Alors là, on va le redire, ça, il n'y a pas que les enseignants d'histoire-géographie. On avait des équipes qui étaient, voilà, il y avait des CPE, il y avait des professeurs documentalistes, il y avait quelques professeurs de sciences aussi, de musique, de langue. Voilà, c'était variable selon les établissements. Et en fait, alors après, c'est l'effet d'entraînement dans l'établissement. Pour pouvoir engager ce type de projet, si vous n'avez pas fait la formation, c'est quand même difficile. Parce qu'en fait, ça va rester quelque chose voilà, de superficiel. C'est ceux qui ont fait la formation en comprennent vraiment les enjeux et vont pouvoir l'engager en fait dans la classe. Donc c'est plus difficile quand même quand on n'a pas reçu, on n'a pas vécu soi-même en fait tout ce cheminement qui nous amène à se positionner de cette manière-là sur les projets. Et justement, Lauriane, je fais la transition. Qu'est-ce qui a changé dans vos pratiques, alors en tant que formatrice et en tant qu'enseignante, depuis que vous avez participé à ce programme? En tant que formatrice, je dirais que je pense au cadre de confiance. Pour que les formés puissent s'engager, c'est aussi se dire que peut-être certaines personnes vont être dérangées parce que c'est une pratique qui n'est pas habituelle. Donc savoir aussi l'accepter, se dire on va en discuter, ça va dénouer le problème, ou dire je vais laisser la personne de côté parce que pour le moment elle n'est pas prête. Donc ça, c'est un premier point pour la formation, vraiment le cadre bienveillant, c'est aussi le cadre spatial. Pensez à avoir une formation, le cercle ouvert, décaler les tables. Je trouve qu'à un moment, c'est important, comme ça les gens ne sont pas derrière leur ordi ou en train de prendre des notes. Maintenant, on se parle, on se regarde, on échange. Je dirais aussi l'importance de rendre les apprenants acteur et de le faire vivre, et toujours avec ce côté métaformation, vous êtes en train de le faire, vous allez pouvoir ensuite le transférer dans votre pratique professionnelle. Et en tant qu'enseignante, je dirais aussi le cadre bienveillant et l'échange dans les premières heures, quand on rencontre une classe, redire qu'on est dans un espace de confiance, et qu'ils vont d'ailleurs élaborer aussi des règles pour être dans un espace de confiance, tout en faisant attention à ne pas multiplier les règles, parce que quand on en discute après avec les collègues, ça fait, il y a des règles avec la prof d'histoire-géo, il y a des règles avec la prof d'anglais, il y a des règles avec la prof de musique, avec un autre prof, en disant qu'on a quand même tous des règles communes, qu'elles sont dans le règlement intérieur, mais quand on fait
un projet, voilà, on a des règles communes. Ça permet de s'y référer s'il y a un problème, une discussion, une tension. Dans ma pratique enseignante aussi, je pense que j'ai été déjà convaincue de l'importance de mettre les élèves acteurs et l'EMC. Quand on fait de l'enseignement moral et civique, c'est pas un grand 1, un grand 2, un grand 3. C'est vraiment pas l'idée. On le sait, c'est pas parce que les élèves connaissent quelques articles, qui sont capables de citer la date de la Constitution, que pour autant, ils ont tout compris. Donc oui, l'idée, c'est de les mettre en pratique et la dynamique de projet, ça fonctionne très bien. Ça donne du sens, ça donne un esprit de groupe. Ils développent des compétences, des capacités et ils acquièrent des connaissances. Donc c'est un excellent moyen. Le projet ACT, il y a quand même un avant et un après, je pense, quand on a vu la formation. Et alors, pour terminer sur une vision un peu prospective, Monsieur Gurgan, si vous aviez des financements, et peut-être que vous les avez pour poursuivre ce projet et aller un peu plus loin, qu'est-ce que vous voudriez mesurer à présent par rapport à cette éducation à la citoyenneté? J'ai vu que vous vouliez notamment peut-être aller plus vers dès l'école primaire, aller tester ces compétences civiques notamment. Alors, non, je n'ai pas les ressources. Alors, si vous avez des idées, allez-y, je vous écoute. Non, je pense qu'il y a deux... En vrai, dans un projet comme ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à ajouter au contenu, parce qu'on est vraiment très, très convaincus, et puis il est construit, il existe. Sur un plan scientifique, nous, les questions qu'on se pose sur un projet comme ça, ce serait... les effets à plus long terme. C'est-à-dire que souvent quand même, quand on a des interventions scolaires et qu'on trouve des effets, souvent ils sont mesurés à très très court terme parfois un peu très très court terme, ça veut dire des fois on a des interventions pédagogiques par exemple, et puis 3 semaines plus tard on mesure s'il s'est passé quelque chose. Alors souvent la réponse est oui, mais bon. Alors sinon on mesure comme on l'a fait ici, plutôt à la fin de l'année, mais malheureusement parfois on voit aussi que ces interventions qui ont des effets à court terme, et bien, ces effets avec le temps ils s'évaporent un petit peu. Et qu'il n'en reste pas grand-chose. Ça pourrait vraiment être, enfin on ne sait pas, ça pourrait être le cas de ce genre de compétences, que quand on s'éloigne un peu de la dynamique qui a été créée à ce moment-là, ça ne reste pas, ou peut-être que ça persiste parce qu'on a changé quelque chose vraiment de profond dans l'expérience des jeunes qui va rester. Mais pour moi c'est une question très très ouverte. Et donc je pense que la première chose qu'il faudrait faire sur un programme comme ça, ce serait de retourner plus tard, quand les jeunes ont 18 ans, et de mesurer des choses. Alors ici, ce serait compliqué, on ne l'avait pas prévu comme ça initialement, parce que c'est pour le coup coûteux et compliqué, parce qu'il faut arriver à les retrouver, ces enfants. On peut les retrouver dans les données de l'ADEPE, mais on ne va rien avoir de très probant sur toutes les attitudes qui nous intéressent. Il faudrait leur refaire passer des questionnaires, c'est quand même très compliqué. Donc j'ai peur qu'on reste un petit peu dans l'ignorance. Et la deuxième chose, effectivement, c'est qu'on se dit que le fait que l'effet soit un peu plus fort sur les enfants qui avaient déjà un peu plus les bonnes attitudes, entre guillemets, ça dit qu'au fond, on a peut-être envie de reculer au maximum, ou d'avancer peut-être au maximum, ce genre d'intervention, et que plus on le fait sur des élèves jeunes, plus ça va avoir des effets d'entraînement sur ce qui se passe plus tard. Et que peut-être que c'est le genre de programme qu'on aurait intérêt évidemment, tout ce qui est projet, sur des élèves beaucoup plus jeunes, je pense que c'est fondamentalement différent, ce qu'on peut faire. Mais évidemment, ce serait une question intéressante. Et moi, j'ai à peu près la même question, mais voilà, pour finir sur une note un peu optimiste, j'ai l'impression quand même que les nouveaux programmes de MC, et là je parle à l'IAIPR de Versailles, donnent une plus grande liberté de mettre en avant ce type de projet. Si vous aviez un souhait, quel serait-il? Alors, je rejoins quand même Marc sur le fait que le suivi de cohorte, ça nous apporterait beaucoup. Moi, je m'interroge, je me dis, il y a eu les JO, c'était super, hein, tout le monde, on était tous dans la fraternité, voilà, c'était vraiment ça. Pendant combien de temps? En fait, il faut arriver quand même dans l'enseignement qu'on est en train de faire, c'est à dépasser la question de l'émotion.
Parce qu'en fait, l'émotion, bien sûr qu'elle existe et bien sûr qu'on la prend en compte, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne se transforme pas en compétences civiques, ça. Donc il faut quand même qu'on aille un petit peu plus loin. Je pense que les nouveaux programmes de MC, ils ont une vertu, c'est qu'ils sont vraiment centrés sur la question de la citoyenneté. Et ça, c'est sans doute aussi ce qui est novateur. Ils s'inspirent aussi de ce qui s'est fait au niveau européen. Et donc je pense qu'on offre aussi beaucoup de pratiques. Il faut faire débattre les élèves. Pas n'importe comment. C'est pas le matin, j'arrive et je fais un débat. Mais il faut les faire échanger. Et surtout, ce qui doit aussi peut-être un peu bouger, c'est qu'il faut accueillir la parole de l'élève. Alors parfois, elle nous heurte, hein, cette parole. Les élèves, ils sont quand même capables des fois de dire des choses. Voilà, on le prend, c'est un peu un uppercut, on est un peu, voilà. Mais il faut quand même l'accueillir pour la retravailler. Parce qu'ils ont des choses à dire, et tant qu'ils viendront les dire dans les salles de classe, eh bien, tant mieux en fait, parce qu'en fait, ils viennent chercher quelque chose. Et l'EMC, c'est vraiment un espace qui est conçu pour cela. Donc on ne va pas renoncer à enseigner un certain nombre de choses en termes de savoir, comment fonctionne la République, la justice, etc. C'est important de dire ça aussi aux élèves. Mais moi, je plaide quand même pour des pratiques, pour qu'il y ait de l'échange, pour qu'il y ait de l'écoute, pour qu'il y ait des cadres qui s'instaurent. Et puis peut-être aussi que ça ne repose pas que sur les professeurs d'histoire-géographie, mais que ce soit tous les enseignants, parce qu'on est tous d'abord des citoyens et qu'aujourd'hui, les démocraties, je ne vais pas le rappeler, l'actualité est assez difficile comme ça. On n'est pas très nombreux, en fait, dans le monde à être des démocraties. Donc, je crois qu'il faut quand même qu'on y aille. Il faut qu'on monte un peu au créneau pour aller défendre ce modèle-là, auquel moi, personnellement, je crois. Et puis, je crois que c'est très partagé, en fait, ici. Je ne me pose pas trop la question. Mais je pense qu'il y a un enjeu qui est très fort qui est posé sur ces programmes. Lauriane, un souhait en tant que formatrice et enseignante de ce que vous voyez sur le terrain Un souhait, je ne sais pas à qui m'adresser pour ce souhait. Je dirais que vive acte, qu'on puisse le pratiquer, qu'on puisse avoir 2 journées pour vraiment le mettre en pratique. Je ne sais pas si en formation initiale, ce serait une priorité, il y en a peut-être d'autres, mais une fois qu'on a un petit peu d'années dans le métier, prendre un temps pour se poser et se dire, voilà, comment concrètement je peux aider mes élèves à devenir des citoyens. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'on ne fait pas des profs d'histoire-géo, mais par contre, on fait des citoyens. Donc là, c'est un message pour les collègues d'histoire-géographie. La citoyenneté, faire le programme de MC, c'est aussi, et même encore plus important que le programme d'histoire et de géo. Alors, on l'a testé, ce n'est pas forcément ce qui a mieux fonctionné le programme, mais on avait essayé de faire un portfolio avec une auto-évaluation des élèves. Et dans cette auto-évaluation, et ça on le fait quand même, il y avait des professeurs qui avaient ce geste professionnel, de se dire, on se regarde. Par exemple, quand on a un travail de groupe à faire, voilà, il y a chacun son rôle dans le groupe, mais finalement l'évaluation c'est peut-être plutôt de se dire le groupe, est-ce qu'il a atteint ses objectifs, nous le groupe en fait, et de le positionner comme ça. Déjà on travaille sur d'autres compétences avec les élèves. Quant à la question de l'émotion, c'est arrivé, moi j'ai assisté à une séance où en fait au cours de la définition du projet apparaît qu'en fait il y a une situation de harcèlement dans l'établissement. Alors les élèves nous disent ça, tout va bien. Oui, alors on va derrière, là, oui, c'est le lieu en fait où on règle nos comptes. Alors déjà, on se regarde avec le professeur, on se dit d'accord. Ensuite, il nous explique qu'en fait, qu'ils ont tous assisté à un règlement de compte et on se dit, ils sont en train de faire le projet acte et en même temps, ils sont capables quand même de nous décrire qu'ils étaient, voilà. Et donc là, il va falloir le travailler. Donc le professeur l'a repris pour essayer de poser chaque geste, c'est quoi le ressenti de chacun. Et en fait, dans le travail, c'est quand même beaucoup de travail de groupe, beaucoup de temps où on débat. Et en fait, il y a ces fameuses règles qui sont définies par les élèves. Et généralement, quand on regarde toutes les règles qui ont été définies, les élèves ont posé le fait qu'on s'écoute les uns les autres, qu'on accepte l'opinion des uns et des autres. Et on y revient systématiquement. C'est-à-dire, voilà, c'est tendu, ça ne se passe pas bien. Donc, on reprend ce cadre de règles et on le repose. Et en fait, les élèves vont pouvoir mettre à distance. Il faut les aider à mettre à distance. L'émotion, on sait bien, c'est quelque chose qui a fait son entrée. On parle de l'émotion de l'enseignant, de l'émotion des élèves, de l'émotion des parents. OK, très bien. Oui, c'est vrai. On ne va pas faire comme si ça n'existait pas. Mais ça ne va pas suffire. On ne peut pas être dans une société qui n'est que dans l'émotion. On voit ce que ça donne quand on n'est que dans l'émotion. Donc c'est aussi le nouvel enjeu et je pense que les programmes de MC sont aussi posés de cette manière-là. C'est-à-dire que comment on fait pour mettre à distance tout ça, le travailler. Alors voilà, les colères ne peuvent pas être que rentrées. Si on est en colère, il faut bien pouvoir l'exprimer. Mais qu'est-ce que j'en fais ensuite? Voilà, c'est reconnaître l'émotion, mais la travailler aussi. Le tirage au sort, il fait que
la population qui est dans le groupe expérimental et la population qui est dans le groupe témoin, que ce soit les élèves ou les enseignants, elles sont en moyenne extrêmement semblables. Plus les échantillons sont grands, plus elles sont de fait parfaitement semblables, mais on va dire elles sont extrêmement semblables. Quand je tire au sort dans une sous-population dans une population, elle est représentative de la population de départ. Donc quand je tire au sort deux groupes dans une population, ils sont représentatifs l'un de l'autre. Du coup, l'évolution au cours du temps dans l'échantillon témoin, il représente bien ce qu'aurait été l'évolution au cours du temps dans l'échantillon test si le programme n'avait pas été mis en place. Du coup, les élèves de l'échantillon témoin, en fait, ils représentent ce que techniquement on appelle le contrefactuel, c'est-à-dire ce qui serait arrivé, ce qui serait advenu des élèves qui ont bénéficié du programme ACT s'ils n'en avaient pas bénéficié, qui est quelque chose qu'on ne peut jamais connaître puisque ça n'arrive pas. Mais on peut l'approcher en prenant des élèves qui, ayant été tirés au sort dans une même population, sont vraiment semblables et donc représentent bien ce qui se serait passé si on n'avait pas fait le programme ACT, et à la fin, on compare les deux. Et non, et c'est bien la difficulté, c'est que si vous n'avez pas ce déplacement de « j'arrive à la formation, je suis professeur, je passe une journée, je comprends que je suis aussi un citoyen, enfin je suis d'abord un citoyen, et ensuite je repasse à une posture professionnelle de professeur. Si vous n'avez pas ce cheminement qui permet de déplacer la posture, on pourra toujours donner les protocoles de mise en œuvre du projet, le prof va contrôler et on passera à côté. Parce que ce qui se joue là, c'est d'accepter que les élèves fassent et se trompent. Et on le sait, c'est quelque chose, enfin ça qui a été démontré, et on le sait notamment dans les matières scientifiques. En fait, c'est comme toujours, la pédagogie de l'erreur, elle a de grandes vertus, et là on le voit très très bien, mais ça nécessite un déplacement de la part de l'enseignant. Donc, il y a aussi à accepter. Et il faut faire aussi, enfin, il y a aussi à accepter que changer de posture, ce n'est pas tout lâcher. On n'est pas en retrait. Moi, j'ai des enseignants qui me disent « Ah, ce que vous voulez, c'est qu'on soit en retrait. » Pas du tout. C'est que vous changez de posture. C'est-à-dire que vous vous positionnez en régulation. Parce que le professeur, il va quand même rester régulateur des échanges. Si les projets sont des projets illégaux et qu'il s'agit d'installer un point de deal devant l'établissement, bien entendu, c'est non. Hein, voilà, ça ne va pas être possible. Donc le professeur, il a son rôle à jouer de régulation. Mais il ne fait pas, et surtout, et j'y tiens beaucoup, il ne pense pas à la place de l'élève. Et donc si vous ne le travaillez pas en formation, ça ne fonctionne pas. En fait, il ne faut pas penser à la place des élèves quand on fait de l'éducation à la citoyenneté. Et c'est ça qui est difficile. Quand j'ai fait la formation, l'année suivante, je l'ai fait aussi à une de mes collègues d'histoire qui a gardé la montgolfière, qui a réadapté la montgolfière avec une forme de dystopie. Elle avait adoré à ce moment-là, elle l'utilise toujours pour travailler, par exemple, sur le concours non au harcèlement. Finalement, il y a toujours cette idée du protocole, même s'il n'est pas mis en place exactement de la même manière. On a quand même, vous allez vous mettre en groupe, vous allez travailler sur des affiches, on va ensuite choisir quelle est la meilleure affiche, et puis cette affiche viendra à l'affiche de la classe et on va pouvoir, certains retravailleront le slogan, d'autres vont affiner le visuel, que sais-je. Donc il y a quand même toujours une démarche qu'on a gardée finalement dans mon établissement. Et en ce qui concerne les compétences du professeur, en fait, je me suis dit que j'avais une classe, je les ai eues en 5e en EMC, on a travaillé sur le protocole, en 4e, en 3e, et finalement, ces élèves, ça roulait tout seul. C'est vrai que je pense à certains groupes, dans cette classe, ils étaient hyper engagés, et c'était les super relais, ils savaient, ben nous, on s'occupe du planning, nous, on demande au chef d'établissement si on peut. Et c'est vrai qu'il y avait une pratique du projet. Bon, bah alors cette année, ils sont en terminale. Je ne connais pas leur niveau d'investissement, s'ils sont davantage investis au CVL, par exemple, dans leur établissement. Mais c'est vrai que ça fait des élèves qui sont engagés et qui ont l'habitude du projet. Et je pense qu'en ça, il y avait une question quand on avait fini la formation, c'était les compétences qu'on pense avoir développées et les compétences qu'on va pouvoir développer sur nos élèves. Et les deux font la paire, en fait. Quand on en développe, on les développe au bénéfice de nos élèves et eux-mêmes en bénéficient. Moi, j'ai gardé des contacts, plusieurs enseignants qui continuent de m'écrire, voilà, de continuer. C'est-à-dire que s'ils l'ont fait une fois, ils continuent de le faire. En fait, ils ont transformé leur pratique. Alors après, ils l'adaptent.
Et ça les a peut-être mis aussi, voilà, dans ce que décrit Lauriane, des adaptations, c'est-à-dire des choses qu'on n'osait peut-être pas faire et qu'on commence à faire. Et moi, je peux témoigner aussi, puisqu'à l'époque, j'étais chargée de mission, j'étais professeure. Et moi, je pense que c'est sans doute la plus belle expérience professionnelle que j'ai vécue. Et je pense que je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui si je ne l'avais pas fait, en fait. Et ça m'a apporté énormément, à la fois professionnellement, mais aussi dans ma place de citoyenne dans la société. Et je pense que c'est ça que ça apporte aussi aux enseignants. Moi, je vois, ils m'écrivent, enfin, on a gardé quand même des contacts, ça ne faisait pas partie de l'évaluation, mais je pense qu'on a transformé sérieusement des pratiques parce qu'on a ouvert des portes qui n'étaient pas ouvertes jusqu'à présent et qu'il faut ouvrir. Alors, sur les thèmes, en fait, on s'est inspiré de tout ce qui se faisait, comme on est parti du cadre européen, hein, voilà, on est parti sur les thématiques qui étaient liées aux aptitudes, en fait, dans ce cadre-là. Donc on en a choisi un certain nombre. Après, le projet, il pourrait se faire sur d'autres thématiques, mais c'était des thématiques qui étaient partagées dans les pays, dans les 3 pays. Donc voilà, on s'est inscrit là-dedans parce que engager des élèves comme ça, si vous ne mettez pas de cadre et si vous ne mettez pas quelques consignes, ils peuvent mettre du temps en fait. Hein, donc il faut quand même les guider. Hein. C'est pour ça que je dis le prof il n'est pas rentré, il guide quand même un petit peu et on pourrait imaginer d'autres thèmes, mais c'était quand même très lié en fait au cadre de culture pour la démocratie. Sur REP, non, on n'a pas observé de différence d'impact entre ces 2 groupes. Ce qui renvoie à nouveau plutôt à l'idée que c'est quelque chose qui fonctionne de façon relativement universelle. Donc l'hétérogénéité, elle est vraiment dans la dimension des caractéristiques des enseignants, mais ça qu'on peut trouver dans tous les types d'établissements. Mais c'était pas un gradient dans lequel on voyait des différences. On va conclure du coup. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette table ronde. Merci à nos intervenants pour la qualité des échanges. Et à très bientôt pour la 2e session de webinaire avec Canopé et IDE.